Est-ce que ce patient un peu particulier qui vous occupe depuis 30 ans, est-ce que c'est un des cas les plus troublants de votre carrière? C'est le cas le plus troublant là, d'une carrière, en tout cas le cas scientifique le plus troublant d'une carrière. J'ai des cas complètement fous qui me sont arrivés comme à tous les médecins légistes du monde. Hein. On a tous des cas. L'imagination humaine pour tuer, vous n'imaginez pas à quel point elle peut être prolifique. Mais par contre, ça, c'est l'énigme la plus importante que j'ai jamais rencontrée. C'est génial de pouvoir dire ça. Ah ouais, et j'aime beaucoup l'étudier. Je suis ce qui sort. Les dernières choses qui sont sorties, c'est une étude qui est sortie le 11 avril 2022, ça je peux vous le dire, de l'université de Bari, l'Institut de cristallographie. Ils ont fait ce qu'on appelle un WAX. Alors le WAX, c'est un système de dispersion de rayons X qui permet de vérifier quelle est l'épaisseur de la couche de cellulose. Donc, il est en lin. Le lin, c'est une plante. Les plantes, c'est des cellules qui ont une membrane plasmique entourée tout autour par de la cellulose. Voilà, c'est ce qui fait leur caractéristique et qui leur permet d'être très résistantes. La cellulose assure cette résistance. Quoi qu'il en soit, au fur et à mesure du temps, la couche de cellulose s'amoindrit, doucement. Elle finit par vraiment s'amoindrir. Et ce qu'ils ont fait avec les rayons X, c'est mesurer cet amoindrissement de la couche de cellulose. C'est un processus tout à fait expérimental. Hein. D'accord. Ils le disent, hein. Ce sont des intellectuels, des vrais scientifiques. Ils disent les limites de leur technique. Ils disent attention, c'est expérimental. Ils l'ont fait sur des fibres du linceul. Moi, ce qui m'épate, hein, c'est qu'il y a toujours des gens qui ont des fibres du linceul un peu partout. C'est incroyable. Après, c'est en Italie, donc... C'est complètement dingue. Vous savez que l'étude sur le pollen a été refaite sur base des bandelettes de Max Frey qui étaient conservées par sa femme, on ne sait pas dans quelles conditions, a été refaite par l'université hébraïque de Jérusalem dans les années 90. Donc ça va dans tous les sens. Enfin, ils affirment qu'ils ont un morceau du linceul, ils ont appliqué leur technique dessus, et ils disent, ben voilà, la raréfaction de la cellulose prouve qu'il date du 1er siècle, après le Christ. Ouais, mais attends. Il y a eu un déferlement, ils se sont fait insulter par toute une part de la communauté scientifique, alors que ils avaient pris la précaution de dire attention, c'est un prototype, on doit encore le développer, on doit encore voir, mais sur le seul terrain, voilà ce que ça donne. Est-ce que ce patient un peu particulier qui vous occupe depuis 30 ans, est-ce que c'est un des cas les plus troublants de votre carrière? C'est le cas le plus troublant là, d'une carrière, en tout cas le cas scientifique le plus troublant d'une carrière. J'ai des cas complètement fous qui me sont arrivés comme à tous les médecins légistes du monde. Hein. On a tous des cas. L'imagination humaine pour tuer, vous n'imaginez pas à quel point elle peut être prolifique. Mais par contre, ça, c'est l'énigme la plus importante que j'ai jamais rencontrée. C'est génial de pouvoir dire ça. Ah ouais, et j'aime beaucoup l'étudier. Je suis ce qui sort. Les dernières choses qui sont sorties, c'est une étude qui est sortie le 11 avril 2022, ça je peux vous le dire, de l'université de Bari, l'Institut de cristallographie. Ils ont fait ce qu'on appelle un WAX. Alors le WAX, c'est un système de dispersion de rayons X qui permet de vérifier quelle est l'épaisseur de la couche de cellulose. Donc, il est en lin. Le lin, c'est une plante. Les plantes, c'est des cellules qui ont une membrane plasmique entourée tout autour par de la cellulose. Voilà, c'est ce qui fait leur caractéristique et qui leur permet d'être très résistantes. La cellulose assure cette résistance. Quoi qu'il en soit, au fur et à mesure du temps, la couche de cellulose s'amoindrit, doucement. Elle finit par vraiment s'amoindrir. Et ce qu'ils ont fait avec les rayons X, c'est mesurer cet amoindrissement de la couche de cellulose. C'est un processus tout à fait expérimental. Hein. D'accord. Ils le disent, hein. Ce sont des intellectuels, des vrais scientifiques. Ils disent les limites de leur technique. Ils disent attention, c'est expérimental. Ils l'ont fait sur des fibres du linceul. Moi, ce qui m'épate, hein, c'est qu'il y a toujours des gens qui ont des fibres du linceul un peu partout. C'est incroyable. Après, c'est en Italie, donc... C'est complètement dingue. Vous savez que l'étude sur le pollen a été refaite sur base des bandelettes de Max Frey qui étaient conservées par sa femme, on ne sait pas dans quelles conditions, a été refaite par l'université hébraïque de Jérusalem dans les années 90. Donc ça va dans tous les sens. Enfin, ils affirment qu'ils ont un morceau du linceul, ils ont appliqué leur technique dessus, et ils disent, bah voilà, la raréfaction de la cellulose prouve qu'il date du 1er siècle, après le Christ. Ouais, mais attends. Il y a eu un déferlement, ils se sont fait insulter par toute une part de la communauté scientifique, alors que ils avaient pris la précaution de dire attention, c'est un prototype,
on doit encore le développer, on doit encore voir, mais sur le linceul de Turin, voilà ce que ça donne. Vous avez dit avec Jean-Paul II que c'est une provocation pour l'intelligence, ce linceul. Vous nous avez dit que vous êtes athée. Est-ce que ça vous donne au moins envie d'avoir la foi? J'ai pas envie d'avoir la foi, je l'ai pas. En fait, je ne dis pas que Dieu n'existe pas, je dis juste que je suis incapable d'y croire. Oui. Alors, incapable dans quel sens? Je suis pas capable de croire qu'une entité de ce type-là existe. Ça dépasse ma capacité analytique. Oui. Alors comme je suis un scientifique, quoi. Ouais. Bête et méchant, comme dire l'autre. Mais c'est vrai. et c'est cette caractéristique-là de ma personnalité qui fait que Oui. je suis Saint Thomas, quoi. Si je le vois pas, je le croirais pas. Mais quand vous voyez un truc comme ça, vous dites quand même qu'il se passe des trucs bizarres. Mais de toute façon, vous avez tous les jours des trucs bizarres. Et c'est pour ça qu'il m'intéresse. C'est parce que c'est vraiment une bizarrerie de l'histoire. C'est le seul qu'on ait. On comprend rien à la façon dont il a été formé. Par contre, il montre tous les stigmates du Christ. Et il contient même des exactitudes, contrairement à toutes les fautes que l'on commet depuis des siècles. Hein. Oui. Les clous sont dans les poignets. Ils sont au bon endroit. Allez, alors que tous les crucifix sont montrés autrement. Quand on regarde la couronne d'épines, on nous montre tous nos crucifix avec un rond là, une couronne en forme de rond. Oh, c'est pas une couronne, c'est un casque, et on le voit. Oui. Et c'est juste par rapport à l'histoire. Oui, tout à fait. On a des éléments, c'est marrant. On a des éléments qui viennent expliquer ce que l'on croyait être vrai, en montrant que c'était faux. C'est génial. Quand on regarde la plaie du côté, elle correspond à ce qu'on raconte de l'Évangile, mais elle permet d'expliquer qu'effectivement la personne était morte. Ce monsieur était mort quand il a ramassé ce coup de lance, quoi. Ce linceul est génial à étudier, et je suis persuadé qu'on n'a pas fini d'en parler et on n'a pas fini d'écrire dessus. Notre science aujourd'hui a des limites qu'on va peut-être dépasser demain, mais elle a des limites. Excellent. À chacun maintenant de faire son propre choix par rapport à cette relique. On a mis quand même un certain faisceau d'indices là qui sont quand même bien convergents. C'est fascinant. Ça ouvre une grande espérance même au sens de la puissance de la raison humaine, et en même temps du fait qu'à un moment elle est aussi obligée de reconnaître ses limites, et des limites face à du réel en fait, pas face à de la foi, face à du réel, face à une image dont on ne sait pas expliquer comment elle a été faite. Une petite chose encore qu'on n'a pas dite. C'est les traces de sang qui est sur les avant-bras, vous voyez? Oui. Eh bien, ces traces de sang viennent de l'écoulement, évidemment, du passage du clou au niveau du poignet. Et regardez, ici elles descendent, on va dire à la verticale, hein. Ouais. Et puis, elles obliquent. Oui. Ça veut dire que le bras ici est placé en oblique. Là, elles s'écoulent, elles ne font pas la même chose. Oui. Elles s'écoulent de façon plus dans l'axe de l'avant-bras. Il y a un bras qui est plus vertical que l'autre qui est plus oblique. C'est marrant, parfois il y a des crucifix représentés comme ça, avec un bras comme ça et un bras. Et alors, je peux vous dire, il ne meurt pas avec la tête penchée. Hein. Il meurt avec la tête bien droite, à cause de la rigidité et à cause de la façon de mourir. L'asphyxie posturale, la personne, tous ses muscles sont en crampe. Ça veut dire qu'il n'y a aucune raison qu'il puisse pencher d'un côté. Et il est dans l'axe. En fait, il est mort par le cœur s'est arrêté, quoi. Le cœur s'est arrêté à cause de l'acidose respiratoire. Et heureusement, parce que cette souffrance est intense. Est-ce que ce patient un peu particulier, donc vous pouvez pas dire c'est vraiment Jésus? Non. Mais par contre, vous pouvez dire ce n'est pas un faux. C'est pas un faux au sens du Moyen-Âge. Je peux vous montrer des faux du Moyen-Âge. Même en tissu. Ils sont peints, c'est grossier, ça se voit tout de suite. C'est pas un faux tel qu'on en aurait fait au Moyen-Âge. J'ai posé la question à des profs d'histoire du Moyen-Âge, à des profs d'art d'époque. Tous me disent, écoute, non, c'est pas possible. Et attention, ces profs sont pas tous croyants. Moi-même, je suis athée, hein. C'est pas une question religieuse pour moi, c'est une question vraiment scientifique. Mais quand on peut dire c'est pas un faux au sens où c'est pas une image, on sait pas comment elle a été produite en fait. Pour l'instant, ce que l'on peut dire dans l'état de connaissances scientifiques actuelles, c'est que c'est pas un faux, mais on a très bien pu mettre quelqu'un mort de la même manière que le Christ, bien sûr, à l'intérieur d'un tissu qui est celui-là, et avoir une révélation qui se fait selon un processus qui ne nous est pas encore connu. C'est comme quand on fait une enquête policière, à un moment on a un faisceau d'indices, et à un moment il faut nouer le faisceau pour dire oui, mais alors, quelque chose. Ça c'est la cour d'assises. La cour d'assises va se baser sur son intime conviction. Oui. Alors, à partir du moment où vous avez une intime conviction, faites un acte de foi. C'est plus scientifique. Donc là, voilà, on a tout un faisceau d'indices dont on parle depuis 2 heures, et maintenant, c'est à chacun qui regarde ce podcast de dire, voilà, est-ce que c'est Jésus, est-ce que c'est pas Jésus? En tout cas, la science ne sait pas comment cette image a été. C'est une image où il y a pas de pigments, où il y a pas de contour, elle a pas été dessinée,
Ça peut pas être l'application d'une forme en métal. On a dit ça marche pas. C'est une multitude de petits points. Il faut être loin pour se rendre compte. Donc c'est une image qui a une résolution extrêmement fine. Je l'ai vu de tout près lors d'une ostension en 2010 et franchement, quand vous êtes tout près, vous voyez rien. Oui. Par contre, quand vous êtes dans l'église avec tous les gens qui sont en prière, là vous le voyez de plus loin et on voit l'image. Il y a un niveau de détail qui est inimaginable quand on regardait tout à l'heure les agrandissements du visage. C'est une image, on a dit, qui est tridimensionnelle. Puisqu'il y a plus ou moins près par rapport au tissu qui ne s'étend pas mais qui est unidimensionnel de ce sens-là. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de dispersion. Donc à la fin, c'est quoi cette image? On n'en sait rien. C'est ça. On n'en sait rien. Et en plus, il y a un autre problème. C'est le seul qu'on ait. Oui. On n'a jamais rien vu. Il n'y en a pas d'autre. Donc c'est une sorte de capsule temporelle. Oui. Ce qui s'est passé pour que le corps disparaisse ne s'est passé qu'une fois. Ça a pu se passer d'autres fois, mais on n'a pas la preuve. Donc c'est vraiment quelque chose de ce suaire. C'est pour ça que moi j'adore cette pièce de tissu, c'est qu'il provoque l'intelligence. C'est pas moi qui ai inventé la phrase, c'est Jean-Paul II en 1993. Le suaire est une provocation pour l'intelligence. C'est pas un étouffement, c'est ce que nous appelons une asphyxie posturale. Donc vous êtes là en croix, vous n'arrivez pas à respirer normalement. Normalement les poumons c'est fait pour capter l'oxygène de l'air ambiant et notre poumon, notre sang qui revient au poumon, chasse du CO2. Donc il y a de l'O2, oxygène, qui rentre et du CO2 qui sort. Quand vous êtes comme ça en croix, votre respiration, elle est beaucoup plus courte. Vous n'arrivez pas à l'avoir correcte. Ça veut dire que votre taux d'oxygène chute puisqu'il y a moins d'air qui rentre et que votre taux de CO2 augmente puisqu'il y a moins d'air qui sort. Quand le taux de CO2 reste à l'intérieur du poumon, dans l'artère alvéolaire pulmonaire, l'échange gazeux ne se fait plus facilement avec le sang. Ça veut dire qu'il reste aussi dans le sang. Quand votre CO2 augmente dans le sang, on appelle ça une acidose. Pourquoi? Parce que le CO2 est acide. Le sang devient acide. On appelle ça une acidose respiratoire. Et à partir d'un certain pH, donc à partir d'un certain taux d'acidité, c'est la mort. Dans le sang, on appelle ça une acidose. Pourquoi? Parce que le CO2 est acide. Le sang devient acide. On appelle ça une acidose respiratoire. Et à partir d'un certain pH, donc à partir d'un certain taux d'acidité, c'est la mort. D'accord. De quoi meurt-on quand on est crucifié? Alors, c'est une mort horrible. Pourquoi? Vraiment. Vous êtes sur la croix, vous essayez de respirer. Vous avez vos deux bras vers l'arrière. Essayez, et vous allez voir, la cage thoracique, vous n'arrivez pas à la remplir complètement. On est vite à court de souffle. Et ça fait mal, en plus, ça tend. Vous avez des clous dans les poignets, qui font que quand vous tirez sur les bras pour respirer, ça fait mal. Ça fait mal, vous appuyez aussi sur le clou qui est dans les pieds. Ça fait vraiment très mal. On s'épuise. On va s'épuiser d'autant plus qu'il a déjà subi une première peine, à savoir la flagellation. Ce qui veut dire qu'il n'est déjà pas en grande forme. Même s'il est très résistant, costaud, castard, il n'est pas en grande forme. Il arrive sur la croix, il est crucifié, après avoir fait un chemin de croix. Après avoir passé certainement une nuit blanche, je suis sûr qu'il n'a pas dormi. Donc il est vraiment épuisé. Il est sur cette croix et il va mourir très vite. Tellement vite que Ponce Pilate n'en revient pas. D'habitude, il faut qu'on les achève. On les achève pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas subi tout ce qu'il a subi, tiens. Et que les autres sont dans un état qui est différent. Ils meurent plus lentement. On met combien de temps à mourir? Ça dépend. C'est des heures. J'ai lu dans des articles qui parlent de l'époque romaine que ça pourrait durer plusieurs jours. Oui, parce qu'en fait, il y a rien de mortel. Mais ce qui va être mortel, c'est le fait qu'on respire pas bien. Ça remplit, ça peut faire un œdème? Oui. Mais ce qui va faire l'œdème, c'est pas tellement ça. Ce qui va faire l'œdème que l'on va trouver dans les cavités pleurales, donc entre le poumon et la paroi du thorax, c'est les coups qu'il a reçus. J'ai plein de gens qui se font massacrer, plein, j'en ai eu quelques-uns quand même, qui se font massacrer dans ma vie professionnelle, et quand on reçoit des coups comme ça dans le dos, ce qui produit souvent, c'est que quand les coups sont violents, le poumon qui est derrière est contu, c'est-à-dire qu'il est blessé aussi, et quand il est blessé, il y a du plasma, c'est la partie liquide du sang, qui soigne du poumon et qui remplit quelque peu, pas de façon exceptionnelle, on va pas trouver un litre, mais qui remplit quelque peu la cavité thoracique. C'est très typique. Et par contre, c'est lui qui met en évidence, le docteur Barbet, il a fait une excellente étude sur la crucifixion. Et qu'est-ce qu'il a fait? Un truc, si je fais ça aujourd'hui, je vole en prison. Il a pris des cadavres de l'hôpital, il les a crucifiés dans la paume de main, il les a laissés suspendus et il a attendu. Tous les cadavres sont tombés. Assez rapidement. Assez rapidement parce qu'un cadavre, il bouge pas. Il y a une inertie, mais il y a quand même le poids de son corps. Tandis que le crucifié, il bouge parce qu'il veut respirer. Donc chez lui, ça va plus vite. Si vous mettez les clous dans la paume de main, ils vont sortir. Ça arrache en fait. Ça arrache tout. Il y a rien dans la paume de la main qui permet de maintenir le clou. Donc c'est pas là. Et leurs mains, c'est les gens pratiques. Ils ont planté les clous et on le voit là.
dans le dos de la main ou dans la face antérieure du poignet, c'est pareil. Le clou a été planté dans le poignet. Il y a un espace à ce moment-là? Oui, il a été décrit par un radiologue qui s'appelle Desto. D'accord. Et quand vous plantez les clous, ça, les tests, c'est lui qui les a fait, il décrit que le clou nécessairement va vers l'espace de Desto parce que c'est le seul point de sortie possible. Facile, aisé, et c'est logique. Voilà, c'est logique. Et donc, il décrit ça. Il le décrit super bien, et il a tout à fait raison. C'est exactement ce qui s'est passé. Comment est-ce qu'il est attaché sur la croix? Est-ce que l'homme du linceul, on sait comment il a été crucifié? Oui, on le sait. On le sait à cause des traces qu'il y a là, c'est-à-dire à hauteur du poignet, et là, à hauteur du pied. Alors, je peux vous montrer un agrandissement des mains. Bah oui, voilà, on y est. Et regardez, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 doigts, il manque le pouce. Donc, l'idée, c'est... il a fallu tenter d'expliquer pourquoi on ne voyait pas les pouces. En 1951, un chirurgien s'appelle Pierre Barbet, un chirurgien des hôpitaux de Paris, sort un bouquin, il s'appelle La mort de notre Seigneur Jésus-Christ selon le chirurgien. Et dans ce bouquin, il explique que quand on place les clous dans la... C'est pas la paume de main, je vais vous expliquer que c'est dans les poignets, c'est pas possible autrement. C'est pas dans la paume. Ah non, jamais non. Mais ça, c'est pareil, hein, dès que je vois une croix... D'ailleurs, là, on voit, c'est pas dans la paume. C'est pas dans la paume, on est carrément dans le poignet. Et là... il explique que, en passant, le clou a sectionné un nerf qui est le nerf qui permet au pouce de bouger. D'accord. De fléchir. Et qu'en sectionnant le nerf, le pouce s'est fléchi. Ça, c'est impossible. Pourquoi? Parce que quand vous sectionnez le nerf, l'action que produit le nerf n'est plus réalisable. Et si l'action que produit le nerf est de fléchir, que le nerf est sectionné, le pouce ne fléchit plus par l'action du nerf. J'ai posé la question à plein de chirurgiens orthopédiques et de la main. Ils confirment tout ce que je raconte là. C'était une idée qu'on avait à l'époque, en 51. C'est une idée qu'on n'a plus aujourd'hui. Donc, le docteur Barbet, quand il rédige ça, c'est l'idée de son temps, il a raison de le dire. Aujourd'hui, moi je vous dis, mettez vos mains, laissez-les pendre, vos pouces, ils sont en opposition. C'est d'ailleurs la fonction principale du pouce, c'est d'être en opposition pour qu'on puisse saisir des objets. Donc, il n'y a pas besoin qu'il y ait une section de nerfs pour expliquer que le pouce ne soit pas visible. Simplement, les mains sont en position physiologique. Vos pouces, vous les voyez pas. Ok. C'est tout con. C'est tout bête. C'est tout Pas bête. besoin d'aller chercher. Au niveau de la tête, C'est l'arrière. avec les tuméfactions et la supposée fracture du nez. Et puis, on a toutes ces traces de sang qui imprègnent les cheveux. Et là, c'est du sang en grande quantité. Pour que ça marque comme ça, c'est en grande quantité. Ces traces de sang-là, nous, on en a l'habitude. Hein. C'est des traces qui viennent, et on le voit très bien ici, on le voit bien là, on le voit là, ici encore. Ce sont des traces qui viennent de perforation, du revêtement cutané d'un petit trou. Pas très grand, sinon ça aurait coulé encore plus abondamment. Un petit trou. Le crâne saigne énormément et très vite. C'est très vascularisé. C'est très vascularisé. Et ce que l'on découvre quand on regarde ça, c'est que la couronne d'épines n'est pas une couronne comme on les voit sur les croix d'habitude. D'accord. Les crucifix sont super mal faits, hein, objectivement. Hein. Bon, ils sont pas là pour être réalistes, hein, ils sont là pour évoquer la foi, etc. Je suis d'accord. Sur le plan médico-légal, ils sont vraiment super mal faits. Et il y a la couronne d'épines, tout le monde imagine, c'est une couronne. C'est pas ça. C'est la couronne, mais qui soutient un tressage qui fait tout le tour du crâne. Donc un casque, en fait. Un casque. Et un casque, du coup, ils ont dû appuyer. Ah ben, c'est un casque fait avec des plantes du désert, D'accord. qui sont des plantes avec des épines qui ont à peu près cette taille-là, c'est grand, et qui rentrent... Ils sont sèches. Ouais, très sèches, très dur. C'est un bois très dur. Il résiste à la sécheresse, donc il est plutôt dur. Et on l'a enfoncé dans le crâne. Et on voit même qu'il y en a jusqu'au sommet du crâne, quoi. Vous voyez les saignements. Si c'était une simple couronne, comme on l'a décrit d'habitude, vous n'auriez pas la marque là au-dessus. Donc nécessairement, c'est pas une couronne, c'est un casque. Et c'est ça qui fait que ses cheveux sont plats de sang. Et on le voit partout. Moi, quand j'ai un cadavre dans cet état. Écrit. Alors, dans la nuit de jeudi à vendredi, à la fin donc de cette prière, avec cette angoisse, cette sueur de sang, Jésus est arrêté. Judas arrive avec des soldats. Ils l'attrapent, tout le monde s'enfuit, et ils attrapent Jésus et ils l'emmènent. Et là, il y a un moment qui correspond à un moment de torture. On dit dans l'Évangile selon saint Jean qu'il est frappé à plusieurs reprises. Est-ce que on voit sur le linceul des marques de coups sur le visage? Oui, il y en a. En fait, il y a des tuméfactions du visage. Les pommettes, on voit ici qu'il y a une zone qui a été tuméfiée. On voit qu'il y a une tuméfaction de la lèvre et on voit que le nez, en tout cas, on suspecte que le nez est cassé. Donc, il y a des traces de coups dans le visage. Je ne sais pas quelle est l'importance des coups qui ont été portés par les Romains, c'est pas décrit, mais il y a des traces de coups. C'est des coups qui ont été plutôt faits à la main. C'est contondant. C'est tout ce qu'on peut dire. En fait, quand on voit des lésions, nous, on dit soit c'est une lésion par arme à feu parce que c'est un passage de projectile. Ça, on va éviter parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas et on n'a pas trouvé. Alors, on va garder celle qui nous intéresse. Il y a des lésions par instrument piquant
et on en a ici. Ouais. À hauteur du crâne, on va en parler, c'est la couronne d'épines. On a des lésions par instrument piquant tranchant, c'est le coup de couteau, et on en a un, il est au flanc, ici. Là, pardon. C'est là que, c'est à partir de là que le sang a coulé. On va y revenir. Et puis, il y a des lésions par instrument tranchant. Ça, on n'en a pas. Et alors, quand ce n'est pas piquant, tranchant ou tranchant, on dit que la lésion est contondante. Et lésion contondante, c'est une lésion qui peut être donnée par n'importe quoi. Un coup de poing, un coup de table, il y a une table ici, un coup de caméra là-bas, un coup de n'importe quoi qui ne tranche pas la peau, mais qui peut la déchirer, ça oui, par la pression qu'il exerce sur le revêtement cutané, il peut y avoir une déchirure. Essentiellement, c'est au niveau du crâne. Quand ça arrive, on appelle ça des lésions contondantes. Donc, ce qu'on a dans le visage, c'est des coups par lésions contondantes, dont la nature exacte de l'objet qui les a produits ne peut pas être déterminée parce que l'apparence de la lésion ne permet pas de le dire. Donc ça peut être des coups de poing, des gifles, un coup de bâton, ça peut être ça aussi. Encore que on aurait une lésion en rail de tram, c'est une lésion spécifique. Il faut voir aussi dans quelle mesure cette structure peut être précise. Hein. Donc, on s'est dit après qu'on aurait découvert une plante qui est disparue depuis l'an 700. Donc, voilà ce qu'on a. Ça permet de focaliser sur la région de la Palestine. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ouais, des traces de fleurs, un peu partout. Des fleurs ont été déposées sur le linceul. Il y a une fleur, elle est à peu près à hauteur de la tête, que l'on a pu identifier comme... Comme si on avait déposé des bouquets de fleurs. Oui, c'est ce qu'on a fait. Pas des bouquets, mais des fleurs par-ci par-là. Et on a là-bas découvert une fleur, semble-t-il, c'est ce que rapportent les auteurs, qui pousse uniquement vers mars-avril. Tombe bien, la période de la Pâque, et qui ne s'ouvre qu'à telle heure de la journée, elle se ferme à une autre heure de la journée. Et donc certains auteurs disent que cette fleur a été coupée vers 3 heures de l'après-midi, ce qui correspond au moment, d'après les évangiles, où meurt le Christ. Donc là, on a un indice sur le lieu, la Judée, et un indice sur le temps, au printemps, dans une journée vers 15 heures. Voilà, ça, c'est pas les messagistes qui le disent, c'est les spécialisés plantes, ceux qui ont publié là-dessus. Du coup, moi, je vous apporte les pièces à conviction au fur et à mesure. Si vous arrivez sur la scène de crime et on vous donne ces éléments-là, qu'est-ce que vous dites en premier? C'est quoi votre première action en dépalant l'objet? Cette image est complètement géniale, hein, parce que il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Vous avez du sang qui coule depuis des plaies crâniennes. Alors nous, ces plaies-là, on les connaît super bien. Ouais. Ce sont des plaies punctiformes, c'est-à-dire qui ont été réalisées par un petit bout pointu. N'en dites pas trop parce qu'on y reviendra, j'ai des grossissements après. Alors là, juste la première impression. On voit pas les oreilles. D'accord. On voit pas les oreilles, et c'est quelque chose qui a souvent été dit, on voit pas les oreilles, comment ça se fait, qu'est-ce qui s'est passé. Et j'ai lu que certains auteurs avaient imaginé qu'on a pu mettre des bouts de bois pour caler la tête. Pourquoi faire? Ok. En fait, il a plein de sang dans les cheveux. Quand vous avez plein de sang dans les cheveux, le sang finit non pas par coaguler, le sang ne coagule pas en dehors du corps, il sèche. Il finit par sécher. Ça fait une sorte de boue séchée, quoi. C'est pas une boue, c'est quelque chose de très résistant, de très dur. On dirait des cailloux, c'est vrai, mais ça n'en sont pas. La composition, c'est pas de la fibrine. C'est vraiment le sang qui a séché bêtement. Et quand j'ai des gens qui meurent la tête penchée en avant, avec du sang qui coule, les cheveux, quand je les couche sur le dos, restent dans l'axe dans lequel le sang a coulé initialement, donc relevé. Donc il y avait les cheveux comme ça. Bah oui. Et résultat, quand on le couche sur le dos, les cheveux couvrent les oreilles et vous avez le drap qui vient dessus, quoi. On voit pas les oreilles. Même chose pour les organes sexuels externes. On les voit pas. On les voit pas. Essayez ça ce soir chez vous. Vous allez penser à moi. Vous couchez et vous croisez vos mains sur l'abdomen. Ouais. Vous allez voir. Moi, je n'y arrive pas. J'arrive pas aux organes génitaux externes. J'arrive pas à les cacher. Faut que je soulève mes coudes. Or, d'autres auteurs intelligents ont dit que c'est parce qu'on lui a mis des petits bouts de bois en dessous des coudes, ce qui permet de relever les coudes et d'y arriver. Qui va faire ça ne sachant pas que l'image va apparaître? Personne ne pouvait savoir que cette image apparaîtrait. Donc c'est pas ça. Ce qui s'est passé, c'est que les deux épaules sont déboîtées. Et quand vous êtes en croix, les bras tirés vers l'arrière, effectivement, ce qui se produit, c'est une projection des épaules vers l'avant. Donc, ce qu'on appelle une luxation des épaules qui permet à ce moment-là d'amener les membres à cet endroit-là. C'est pas fini. On descend. Les traces là. Ouais, là c'est du sang aussi. Ouais, c'est du sang, mais c'est une trace plus ou moins carrée. C'est le passage du clou. Regardez les écoulements sur les avant-bras. Ils sont pas les mêmes. Ouais. Ça veut dire que les deux membres n'étaient pas dans le même axe quand l'écoulement du sang s'est produit. Pour que cet écoulement se fasse dans ce sens-là, il faut nécessairement que les bras soient orientés vers le haut. Sinon, ça marche pas. Celui-là est orienté plus verticalement que celui-là qui est plus oblique. Okay. C'est les écoulements de sang qui le montrent. Oui. Ensuite, vous voyez des tas de traces ici, de coups, on les voit beaucoup mieux dans le dos, en fait, qui sont des traces d'arrachement cutané, avec à chaque fois deux petites boules
Et entre les deux, une barre. Oui. Ça, ce sont des fouets avec des petites haltères, oui, Ok. qui ont pu donner ça. Alors, regardez l'axe. Celui-là est plus oblique que celui-ci. En fait, celui-là a une obliquité qui est plus verticale, celui-là a une obliquité qui est plus horizontale. Ouais. Vous avez deux personnes qui frappent. L'un est plus grand que l'autre. Oh. Et l'autre, d'ailleurs, en étant plus petit, va plutôt viser le membre inférieur. Ça lui convient mieux. Celui de ce côté-là va le faire aussi, mais regardez l'inclinaison, elle est beaucoup plus raide que celle-là qui est beau. Voilà. On peut dire tous dernière chose, et puis je vous laisse causer, sinon je vais parler tout le temps. La tête, on la voit très bien. Oui. Elle est relevée. Oui. Par rapport au thorax, on voit pas le cou. Elle est relevée. C'est une position de rigidité cadavérique qui correspond effectivement au mode de décès sur la croix. Regardez les genoux, on les voit, on voit pas les pieds. Oui. On ne les voit que derrière. Oui. Et là, on ne voit pas les creux poplités, c'est les creux qu'il y a derrière les genoux. Pourquoi? Parce que les genoux sont fléchis. C'est ce qui fait que quand on l'a mesuré, on n'a pas pu donner de taille exacte. On a dit entre 1m78 et 1m80. Ouais, voilà. Par rapport à toutes ces autopsies que vous avez réalisées dans votre carrière, ce travail-là qui vous passionne, ça vous passionne depuis combien de temps? Une trentaine d'années. En quoi est-ce que c'est quelque chose de vraiment spécial, de vraiment passionnant? Pourquoi pour un médecin légiste comme vous, c'est hyper intéressant? Parce que j'ai pas la solution finale et déterminante. Et ça, moi, j'aime bien. Ok. J'aime bien. Quand on sait c'est fini, on passe à autre chose. Donc, c'est une chose que j'aime bien. Ensuite, parce que la science s'est heurtée à cette image et n'a toujours pas la solution. Ça veut dire que ça nous rend plus humbles et on doit rester humble en matière scientifique en se disant, contrairement à l'idée répandue d'aujourd'hui, le scientifique peut tout, c'est pas vrai. Il y a encore des choses qu'on ne peut pas. Alors, il y a des scientifiques qui ont appliqué certaines techniques, on parle du carbone 14, il y a d'autres scientifiques qui ont appliqué une autre technique, on parle du wax, qui tous les deux tentent de dater le tissu, qui tentent de dater, pas l'image, hein, mais le tissu. L'image, c'est un autre problème, mais le tissu, et on s'arrache la gueule parce que personne n'est d'accord. Le carbone 14, ça marche pas sur le de Turin. Le wax, c'est une théorie expérimentale, on en parlera, hein, c'est de la cristallographie. Qu'est-ce qu'elle vaut? Donc, ça permet à tout moment, dans ce débat, de se remettre en question.